feel real. In love, be surprised for your while. Everybody wanna know how it feels. Everybody wanna see what it's like. Leave me out. I can't lie. Leave this is so this will make you mine. Bonjour à tous, bienvenue dans Legal Club Sandwich, votre rendez-vous pour découvrir du contenu juridique de qualité, rencontrer des personnalités juridiques et tout ça dans un esprit léger, à la cool. Voilà, on s'appelle Legal Club Sandwich puisque on vous parle 2 fois par mois, le jeudi à 12h45, enfin de midi à 12h45 plutôt, pendant la pause déj. Voilà, pour découvrir des sujets et puis parler un petit peu de choses qui nous plaisent et tout ça dans un esprit léger. Et donc, moi, je m'appelle Thibaut Caoudal, je suis le cofondateur de Liway. Liway, c'est une solution donc Legal Tech qui aide les juristes à réduire le temps passé sur toutes les tâches un peu administratives liées à la gestion des contrats et qui leur permet aussi d'avoir plus de contrôle et de visibilité sur les risques juridiques et financiers. Et donc, pour mener à bien cette émission, d'habitude, je suis accompagné de mes 2 chroniqueurs préférés. Bon, aujourd'hui, j'en ai qu'un des 2, puisque Audrey est malade, la pauvre. Elle a le Covid, la pauvre Audrey. Donc, si elle nous écoute, on lui fait un petit coucou. On espère que tout va bien. Hello Audrey, courage à toi et toute la famille. Ouais, courage. Et puis, vous pouvez passer vos messages de soutien à Audrey. Vous savez comment la contacter. Pierre, peut-être que tu veux te présenter, dire un mot sur toi? Ouais, alors ça me fait tout drôle d'être sans Audrey, mais voilà, on pense très très fort à toi Audrey et à toute ta famille avec ce satané Covid. Eh ben, écoute, pour ma part, je suis avocat au barreau de Paris et je suis aussi cofondateur de l'alliance ENCO, ce sont des avocats qui agissent comme des juristes externalisés en Italie, France, Allemagne, Espagne et UK. Et puis depuis à peu près 2 ans, je suis executive mentor, coach pour les directeurs juridiques, les directions juridiques, les équipes juridiques, les avocats que j'accompagne dans leur développement personnel ou plus simplement pour grandir. Comme dans la tech, on a souvent des directeurs juridiques un peu plus jeunes. Voilà, ils font appel à un vieux dinosaure comme moi pour les accompagner. Voilà, c'est pour moi. Merci Pierre. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de Bitcoin. On va se demander si le Bitcoin, c'est une monnaie hors la loi, donc un sujet qui passionne un peu tout le monde. C'est l'émission 21. Et pour ça, pour parler de ce sujet, on a la chance d'accueillir William O'Rourke. William, comment ça va déjà? Bah écoutez, très bien, très très bien. Presque, j'ai envie de dire presque aussi bien que le Bitcoin en ce moment, quoi. Ouais, il y a eu des grosses annonces d'ailleurs. Peut-être que tu peux nous dire un mot là-dessus et puis te présenter aussi pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Bien sûr, je vais commencer par me présenter. Donc William O'Rourke, avocat au barreau de Paris, comme Pierre, et cofondateur d'un cabinet qui s'appelle Orwell, qui s'écrit ORWL, et qui est un cabinet en droit des nouvelles technologies, qui a la caractéristique d'avoir une pratique, et moi en particulier dans ce cabinet, une pratique très sectorielle sur les crypto-monnaies, les crypto-actifs et la blockchain, avec notamment, et on aura l'occasion d'en reparler, beaucoup de questions réglementaires, voilà, sur la lutte contre le blanchiment, etc., ce genre de choses. Et en ce qui concerne les news récentes, même très récentes, puisqu'elles ont moins de 24 heures, vous avez donc le Bitcoin qui est voilà, qui prend énormément de valeur depuis plusieurs mois maintenant. Depuis en gros le mois, ça coïncide avec le début de la crise sanitaire d'ailleurs. Et vous avez eu hier l'introduction en bourse d'un géant américain qui s'appelle Coinbase, qui est donc en gros vend du Bitcoin et qui est la plus grosse introduction en bourse depuis Facebook aux États-Unis et donc dans le monde. Merci William pour cette petite présentation. Donc effectivement, il y a du sujet chaud et sujet qui passionne aussi. C'est pour ça qu'on a voulu vous en parler aujourd'hui dans Legal Club Sandwich. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser dans la partie questions-réponses. Comme ça, on y répondra à la fin. Voilà, on garde tout ça pour la fin du talk. Peut-être William, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire un mot sur ce qu'est le Bitcoin? On parle de Bitcoin, on parle de blockchain. Des fois, c'est des sujets un petit peu qui s'entremêlent et ce n'est pas toujours facile d'y voir clair. Est-ce que tu peux poser un petit peu le contexte? Bien sûr. En fait, le Bitcoin, il faut bien comprendre que c'est plusieurs choses et c'est pour ça que c'est compliqué.
mais c'est pas la peine, en tant que juriste, on n'a pas besoin d'avoir une compréhension technique extrêmement fine pour saisir les grands enjeux, et c'est ça qui est intéressant pour des juristes. Le Bitcoin, c'est une nouvelle technologie qui permet d'avoir donc en l'occurrence une forme monétaire qui est donc numérique. Ça, c'est un point important. Qui est programmable. Ça, c'est un point également important, et c'est la différence avec une monnaie traditionnelle, et qui fonctionne en fait sans tiers de confiance. C'est un peu, si vous voulez, à la valeur numérique, ce que Internet a pu être pour l'information. Et donc, une fois qu'on a dit ça, ce qui est intéressant, c'est que là, évidemment, on est à une phase très débutante, on va dire, de ce marché, de cette économie où vous achetez du Bitcoin pour, en gros, comme réserve de valeur. Enfin, c'est ce que font en tout cas les personnes qui en achètent. Mais ce qui est intéressant, c'est ça va permettre de créer énormément d'usages, comme Internet a créé beaucoup de nouveaux usages qui n'existaient pas forcément auparavant. Et ça, c'est notamment possible grâce à la blockchain, qui est en fait la technologie, on va dire Bitcoin est un objet sur une blockchain, si vous voulez, pour résumer vraiment grossièrement. Et donc cette blockchain va permettre, en tout cas, c'est la promesse de cette technologie, va permettre de faire beaucoup de choses sur la valeur et sur le fait d'avoir des données rares. Et je lance une perche, on voit aujourd'hui beaucoup d'œuvres d'art numériques qui se vendent. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et vous voyez, ça n'a rien à voir avec le Bitcoin, mais c'est une autre utilisation de cette rareté numérique, quoi. Ouais, il y a eu un album de musique, c'est ça, qui a été fait il n'y a pas longtemps? Oui, il y a eu surtout un artiste, il y a eu deux ventes récemment, donc Christie's et Sotheby's qui continuent à Ok, se ouais. tirer la bourre. Une, il y a environ un mois, d'un artiste qui s'appelle Beeple, qui en fait, grâce à la blockchain, si vous voulez, c'est la première fois qu'on arrive à avoir vraiment des œuvres d'art uniques, donc numériques, mais uniques, parce qu'avant, tout ce qui était numérique était duplicable, hein, copier-coller tout simplement. Et en plus, c'est changeable parce que en fait, c'est un jeton sur une blockchain, donc vous pouvez l'envoyer, le vendre, etc. Et cette œuvre d'art a été vendue 70 millions de dollars, ce qui fait de Beeple le troisième artiste vivant le plus coté au monde. Donc ça a été évidemment un phénomène. Et là, juste, je crois que c'est hier, Sotheby's a vendu en gros le même concept évidemment avec un autre artiste, et on a atteint plusieurs millions de dollars. Bon, je mets de côté le côté évidemment très exubérant de ce marché actuellement, mais c'est quand même intéressant sur le plan technique et en l'occurrence artistique, quoi. D'ailleurs, nous, quand on était gamin, on jouait avec les cartes Panini. On peut s'imaginer que demain, elles vont être authentifiées comme ça. On peut avoir des trucs très grand public avec la blockchain. Bien sûr, mais c'est intéressant que tu parles de Panini parce que il y a deux acteurs dans le monde aujourd'hui qui font ça. Un aux États-Unis avec la NBA et un en France qui d'ailleurs, selon Xavier Niel, une future licorne française, qui fait ça avec des joueurs de foot, qui s'appelle Sorare et qui, en fait, voilà, c'est tout simplement le problème de Panini, si vous voulez, c'est que tant que c'était des cartes en carton, bah, vous les aviez dans la main, vous saviez que voilà, si moi je l'ai ici, elle est pas chez Pierre, si vous voulez. Alors que là, le problème, c'est qu'avec des cartes numériques, cette certitude, elle est compliquée à obtenir. Sauf si vous passez par un service qui contrôle tout, comme peut l'être Facebook, par exemple, avec ce qu'on fait sur Facebook. Et en fait, là, ce qui est intéressant, c'est que grâce à la blockchain, on peut lier en fait cette carte numérique avec un jeton. C'est le même système que pour les œuvres d'art. Et donc, ça permet d'avoir quelque chose de numérique, mais d'unique, et donc quelque chose qui peut avoir une valeur. Et donc, ça entraîne évidemment, après, ça entraîne beaucoup de transactions. Alors, encore une fois, avec beaucoup d'exubérance, il y a des cartes de Panini numérique qui s'échangent à des centaines de milliers d'euros. Bon, ça, c'est quelque chose qui va probablement se calmer à l'avenir, hein, mais en tout cas, l'utilisation qui en est faite aujourd'hui, elle est intéressante et c'est quelque chose qui va rester, quoi. Et justement, on parle de tout ça, on est conscient aussi que c'est, tu le disais tout à l'heure, quelque chose qui est assez jeune et qui est en construction. Est-ce que tout ça, c'est légal en France? Oui, alors déjà c'est pas illégal. Donc on a on a toujours eu le droit d'ailleurs, même s'il y a eu au début c'était compliqué, mais on a toujours eu le droit d'acheter du Bitcoin, d'en vendre, d'en posséder, etc. En revanche, là où il y a beaucoup de réglementation et de la réglementation qui pour le coup est en construction, ce qui est à la fois intéressant et en même temps faut avoir les tripes un peu accrochées, quoi. C'est que c'est surtout ce qu'on fait avec ces crypto-monnaies, ces actifs numériques, etc. Comment les personnes qui par exemple les vendent, elles sont régulées parce que elles doivent mettre en place des mesures de protection des acheteurs, elles doivent mettre en place des mesures de lutte contre le blanchiment. Évidemment, si vous êtes un artiste, vous vendez un token artistique 70 millions de dollars,
normalement, dans les semaines qui viennent, vous allez recevoir un petit coucou du fisc, enfin, qui évidemment n'est pas du tout étranger à cette innovation. Donc en fait, voilà, il y a plein de... En fait, c'est matière par matière juridique. On s'intéresse à ce que font les gens avec les crypto-monnaies. Voilà. Donc oui, c'est légal et c'est en train d'être même très régulé, quoi. Et alors du coup, bah, alors quand tu es enfin moi j'ai un peu vécu ça. J'étais, comme beaucoup le savent, directeur juridique de Ledger pendant 2 ans et j'ai cédé la place à l'excellent Antoine Thibault. Mais comment est-ce qu'on gère une réglementation qui est littéralement en train de se construire? Bah, c'est passionnant et c'est risqué. Alors le risque, moi en ce qui me concerne, il était mitigé par le fait que déjà je suis assez jeune, hein. C'est-à-dire que moi c'était mon premier métier, ça a été avocat dans les cryptos. Et avant ça, j'étais juriste dans une boîte qui faisait que des crypto-monnaies, du conseil en crypto-monnaies. Donc si vous voulez, j'ai pas connu un autre monde, donc ça aide à, on va dire, à prendre le large. Après, non, c'est passionnant parce qu'en fait, vous avez un rôle qui est non seulement de conseil juridique, mais également vous devez participer, et j'ai envie de dire obligatoirement, parce que vous pouvez pas conseiller si vous ne participez pas à l'élaboration de la réglementation. Et ça, bah, Pierre, tu l'as vécu chez Ledger à l'époque. Tous les juristes qui sont dans les boîtes crypto et a fortiori les avocats, vous devez en permanence. Bah, ce matin, moi, j'étais par exemple avec des régulateurs et on a des discussions concrètes sur un dossier, mais à chaque fois, ça parle de qualification juridique, de théorie juridique qui pourrait s'appliquer ou pas, etc. Donc, c'est passionnant. Enfin, moi, je trouve ça passionnant. Et je pense que c'est d'ailleurs, enfin, Pierre, tu me le confirmeras, hein, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de juristes qui rentrent parfois par hasard dans ce secteur-là, et il n'y en a pas beaucoup qui ressortent, quoi. Non, c'était et c'est effectivement passionnant. Et effectivement, c'était la même chose. Moi, quand j'ai commencé en 2000 sur Internet, c'est à peu près une nouvelle révolution. C'est un peu similaire. Et on travaille beaucoup par analogie pour essayer de comprendre quelles sont nos responsabilités, enfin, comment gérer le truc. Et au contraire, oui, ça, j'engage tous ceux qui peuvent à étudier ces questions parce qu'on a l'impression un peu de créer le droit. Et c'est une aventure absolument passionnante. Est-ce que, William, tu penses que le Bitcoin, ça peut devenir une monnaie courante? Pas vraiment. Après, c'est un espèce d'animal un peu bizarre, le Bitcoin, parce que c'est à la fois une crypto-monnaie qui peut servir à faire du paiement dans certains cas très précis. Je pense notamment les traders les places financières en crypto-monnaie. En fait, de facto, elles utilisent le Bitcoin comme une espèce de valeur pivot, quoi, comme peut l'être l'euro sur une bourse, par exemple. En même temps, c'est quelque chose de programmable. On peut faire des smart contracts, c'est-à-dire des applications avec. Donc c'est beaucoup de choses. Mais fondamentalement, aujourd'hui, les gens ne l'utilisent pas du tout pour ça. Et le système n'est pas adapté est pas adapté à ce type d'utilisation. Je m'explique, c'est qu'aujourd'hui, on le voit par exemple avec des sociétés comme Tesla qui investissent, enfin qui achètent des bitcoins. Elles le font vraiment comme une réserve de valeur. Après, on peut savoir si c'est une bonne idée ou pas, mais si vous voulez, l'objectif, c'est ça, c'est de dire, je vais investir sur un actif, en fait, qui est une forme d'or numérique, c'est-à-dire quelque chose qui peut prendre de la valeur, qui est moins corrélé peut-être par exemple, moins corrélé à tout ce qui est politique monétaire que, par exemple, les marchés financiers ou l'immobilier. Enfin voilà, ça fait partie du panier d'actifs de ce type de société. Et il y a un autre phénomène, c'est qu'en fait, les crypto-monnaies et donc les blockchains sur lesquelles elles fonctionnent sont pas gratuites à utiliser. C'est-à-dire que vous devez, enfin je rentre pas dans le détail, mais vous devez en gros rémunérer les gens qui sécurisent le réseau, qui sont des gens partout dans le monde, etc. Et en fait, concrètement, aujourd'hui, c'est un vrai problème, c'est-à-dire que vous avez des frais de transaction qui peuvent être très élevés et qui fluctuent. Il y a encore quelques semaines, sur Ethereum, qui est la deuxième crypto-monnaie après Bitcoin, il y avait des frais. Enfin, moi, je sais, pour vous donner un exemple très concret, j'avais 50 euros d'Ethereum sur un portefeuille qui m'appartient. Je ne pouvais pas le sortir parce que les frais de transaction étaient de 45 euros, quoi. Ouais, donc c'est totalement incompatible aujourd'hui en tout cas aujourd'hui avec une monnaie, quoi, de paiement. Mais après, il y a d'autres initiatives, comme par exemple les stablecoins, c'est-à-dire des jetons qui sont adossés justement à une monnaie. En gros, un jeton égale 1 dollar ou un jeton égale 1 euro, qui eux ont des fonctionnements qui rendent possible une utilisation monétaire type acheter un café, quoi.
Dis-moi, tout à l'heure, William, tu as fait mention des smart contracts très rapidement. Alors du coup, là, je vois une question de Michael, pardon, qui nous dit comment la blockchain et les smart contracts transforment le métier d'avocat. Est-ce qu'un smart contract peut à terme remplacer un juriste? Alors là-dessus, pas d'inquiétude, pas du tout, en fait. Enfin, moi, en tout cas, j'ai un point de vue assez tranché là-dessus. Un smart contract, il faut comprendre que c'est exactement la même chose qu'une application, celle qu'on utilise aujourd'hui pour se parler via Zoom ou une application mobile. La seule différence, c'est que cette application va interagir avec la blockchain. Donc, par exemple, vous allez accepter des paiements en crypto-monnaie, etc. Donc, une fois qu'on a dit ça, on voit bien que c'est pas un contrat, c'est pas très smart d'ailleurs. Et en fait, ça nécessite un encadrement juridique, hein, de type conditions générales d'utilisation et conditions générales de vente, etc. Donc, pour le dire en un mot comme en mille, la blockchain aujourd'hui, c'est plutôt une source de boulot pour les juristes et les avocats qu'un éventuel, et pour moi totalement hypothétique, remplacement ou ubérisation ou je ne sais quoi. Et justement, est-ce que tu as des conseils à donner aux juristes qui veulent rentrer un petit peu dans ce milieu et découvrir ça? Parce que ça a l'air très riche comme ça de l'extérieur. Toi, Bien tu sûr. as toujours été dedans, mais est-ce que tu as des trucs à partager là-dessus? Alors oui, alors en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a pas de formation, il n'y a pas de master à l'université qui fait ça spécialement, on va dire. Et il n'y a pas trop ça commence, mais il n'y a pas beaucoup encore par exemple, d'éditions juridiques qui proposent des contenus, on va dire, triés et filtrés sur ce sujet. Donc en fait, ça implique une grande curiosité intellectuelle qui consiste en deux choses, hein. Aller chercher des informations en ligne. Moi, ma principale source d'information, enfin, c'est de moins en moins, mais c'est Twitter, Medium, quoi, ce genre de médias. Et également, ça demande à nouer des contacts en fait très humains finalement avec des gens de ce secteur économique, quoi, qui sont, enfin pour l'instant, et j'espère que ça va durer le plus longtemps possible, qui sont quand même très ouverts, quoi. C'est-à-dire, il y a pas de, c'est pas un milieu très snob la crypto-monnaie, quoi. Enfin donc vous pouvez contacter. Moi, j'ai plein d'étudiants qui me contactent. Voilà, je les prends en rendez-vous pendant 10 minutes pour leur parler. Voilà, c'est peut-être pas quelque chose que je ferai toute ma vie parce que le temps viendra à manquer. Et dernière chose, il faut être quand même aussi, ça implique de faire des recherches et d'essayer de bien comprendre la technique, pas pour devenir un expert, un ingénieur ou je ne sais quoi, mais parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont un peu farfelus, quoi. Et donc voilà, comme n'importe qui, en tant que professionnel, il faut être capable un peu de distinguer le bon grain de l'ivraie, quoi. J'avais lu avant de rejoindre Ledger le Bitcoin pour les idiots ou je ne sais plus pour les imbéciles. Enfin, je vais retrouver la référence et vous la mettre sur le chat. Parfait. Tu parlais un petit peu tout à l'heure de Tesla. Il y a eu des initiatives de la part de Facebook et puis de Tesla aussi. Est-ce que tu peux en parler un petit peu et qu'est-ce que tu en penses, toi? Bien sûr. Facebook, ils ont fait énormément de bruit il y a bientôt, ça doit faire plus d'un an, avec le lancement de Libra, qui maintenant a changé de nom. Et d'ailleurs, c'est révélateur. Et en fait, Libra, vraiment, enfin, objectivement, c'est un peu un pétage de plomb de la part de Facebook. C'est-à-dire qu'ils ont voulu lancer une crypto-monnaie mondiale, donc qui serait stable. C'est-à-dire, pour le coup, il n'y a pas le problème du Bitcoin où ça monte, ça descend. Là, c'était vraiment, en fait, un Libra aurait été approximativement un dollar. Enfin, il y avait une question de panier de monnaie, etc. Et en fait, c'est intéressant à double titre. D'une part, ça a été une énorme validation de la technologie. C'est-à-dire que ça a été une des grandes, pour moi, c'était une des deux, trois grandes étapes qui ont fait passer les crypto-monnaies de quelque chose d'absolument incompréhensible et surtout de quelque chose de marginal à ce que c'est en train de devenir aujourd'hui, c'est-à-dire quelque chose d'accepté collectivement, quoi, et de sérieux sur lequel on peut faire des projets sérieux. Et Libra, là-dessus, en fait, ça a été quelque chose de très important. En revanche, sur le plan de la manière dont ça a été présenté par Facebook et évidemment la manière dont ça a été reçu par les gouvernements, dont le gouvernement français, mais le Sénat américain également, etc., bah, vous arrêtez tout de suite, quoi. Et d'ailleurs, le projet s'est vraiment craché sur le mur de la réglementation et de la politique, et maintenant il renaît sous une forme qui n'a plus grand-chose à voir en réalité avec le projet d'origine, quoi. Beaucoup moins ambitieux évidemment, et beaucoup moins universel, quoi. Alors, puisqu'on parle Bitcoin, une grande critique du Bitcoin qu'on entend souvent et que Isabelle nous relaie, quid de la protection environnementale avec la crypto-monnaie? Cela génère des quantités de serveurs énergivores. C'est Tu as une un point de vue critique qui est, là-dessus?
Bien sûr, et surtout que comme beaucoup de gens aujourd'hui, on est très sensibilisé à tout ce qui est lié évidemment à notre empreinte carbone, aux questions environnementales, et pas moins dans ce secteur-là que dans les autres secteurs. Et c'est d'ailleurs une critique qui est émise à l'encontre aujourd'hui de tous les secteurs économiques. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que le Bitcoin consomme beaucoup d'électricité. Après, sur les chiffres, il y a un débat, mais bon, je rentre pas dedans, mais évidemment, vous avez, en gros, c'est très politique hein, comme débat, donc ça va de 1 à 10, quoi, en gros. Mais déjà, il y a un débat là-dessus. Ensuite, il faut savoir que l'électricité, enfin, en gros, quand vous êtes une personne qui consomme l'électricité pour créer du Bitcoin, en gros, l'électricité, c'est votre principal coût. Et c'est votre principale marge de manœuvre économique sur un marché qui est extrêmement concurrentiel, puisque vous avez littéralement n'importe qui dans le monde peut, en gros, brancher ces fameux serveurs pour miner du Bitcoin. Et donc là-dessus, en fait, d'un point de vue économique, pour moi, logiquement, le Bitcoin comme toutes les nouvelles technologies, en fait, quand vous créez l'avion, vous vous posez pas la question de sa consommation de kérosène. Par contre, au fur et à mesure, ça va devenir normalement de plus en plus efficient, de moins en moins consommateur, et ces fameux personnes là qui ont des fermes de minage, là, des serveurs de minage, ils devraient normalement se diriger de plus en plus vers de l'électricité renouvelable, tout simplement parce qu'elle est moins chère quoi, que l'électricité charbon ou pétrole. Quoi. Ouais, c'est évident et c'est très clair et c'est pas effectivement que un problème dans le Bitcoin, même dans la tech, etc. C'est un petit Bien peu, sûr. c'est un petit peu la même chose. Tu parles un peu de miner du Bitcoin. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça? On sait qu'il existe énormément de monnaies différentes. Il y en a qui peuvent se créer tous les jours. Est-ce que tu peux vulgariser un petit peu tout ça pour Bien nous? sûr. En fait, ce qu'il faut déjà, faut comprendre qu'on parle de minage comme le fait de descendre à la mine les corons, quoi. Parce qu'en fait, Bitcoin est limité à 21 millions d'unités. Et en fait, la question qui s'est posée lors de la création de Bitcoin, c'est comment est-ce que ces 21 millions d'unités, on les distribue? Est-ce qu'on le fait d'un coup? Est-ce qu'on le fait progressivement, etc. Et la solution, c'était de le faire progressivement, mais de manière annoncée. C'est-à-dire que depuis la création de Bitcoin, on sait qu'il y a des Bitcoins qui vont être distribués jusqu'en 2150, quelque chose comme ça. Et la manière de les distribuer, il y avait plusieurs méthodes. Hein. On aurait pu, enfin quand je dis on, c'est pas moi, hein, mais on aurait pu les donner, je sais pas, sur un site internet ou les donner comme ça. En fait, ça a été de dire on va les donner en récompense à ces fameuses personnes qui sécurisent le réseau et qui font en sorte que Bitcoin aujourd'hui c'est très sécurisé. Et c'est logique parce que comme ça il y a un effet de cercle vertueux quoi. Ces gens-là ont intérêt, etc. Et donc en fait le truc c'est que plus il y a de gens qui font du minage, plus il y a de concurrence, plus c'est dur d'avoir la récompense. Comme si vous faisiez c'est comme le loto, quoi. C'est-à-dire que vous êtes 100 millions à jouer au loto, c'est plus compliqué que si vous êtes 5, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ce phénomène de minage aussi, c'est que l'analogie, c'est que comme pour une mine, au début, vous trouvez beaucoup d'or, et en fait, au fur et à mesure, il faut construire de plus en plus de galeries pour trouver de moins en moins d'or, en fait. Voilà. Après, la comparaison s'arrête là. Et après, ce qu'il faut voir, c'est que ça, c'est pour vraiment les crypto-monnaies comme Bitcoin. Après, vous avez un autre phénomène qui est celui des jetons. Et les jetons, en fait, c'est des crypto-monnaies qui sont personnalisées par leur auteur. C'est-à-dire, moi, demain, je peux créer un token qui va s'appeler Orwell Token, qui va, par exemple, représenter 1 heure de conseil juridique avec votre serviteur. Mais après, la question, c'est que ces tokens-là, leur valeur, elle ne dépend que du service auquel ils donnent accès. Et c'est ça a donné, c'est aussi tout un pan de l'économie, on va dire des crypto-monnaies, etc. C'est sur ces tokens-là, quoi. Comment ils sont vendus, comment ils sont encadrés, etc. Quoi. Alors, ça me fait penser à une autre question qui est apparue sur le chat. Qu'est-ce que tu penses des altcoins? Je pense que Alternative Coin, est-ce que c'est de la spéculation ou les projets sont-ils réels? Les deux, mon capitaine. En fait, voilà, les altcoins, c'est vraiment l'idée, c'est qu'il y a Bitcoin, c'est la crypto-monnaie historique, et après il y a eu on va dire des dérivés, quoi, des nouveaux projets qui s'inspiraient plus ou moins de Bitcoin. Là-dessus, c'est la conséquence du fait que cette technologie, elle est open source. Donc n'importe qui peut la copier-coller, la modifier, etc. Donc ça crée cette espèce d'explosion cambrienne de projets dans tous les sens, avec beaucoup de projets farfelus qui n'iront pas loin, mais il y a quand même quelques projets intéressants. Le principal d'entre eux, c'est Ethereum, qui est aujourd'hui la deuxième crypto-monnaie et qui est une crypto-monnaie qui se caractérise, enfin une blockchain qui supporte de très très nombreux projets.
Quand vous regardez, on va dire, le nombre de projets, il y en a beaucoup plus sur Ethereum que sur Bitcoin, même si la valeur du coin n'est pas la même. Et vous avez, par exemple, des projets intéressants. Vous avez le navigateur Brave, qui est donc un concurrent de Chrome, qui a son propre token qui permet, en gros, vous êtes rémunéré si vous regardez la publicité, quoi. Vous avez aussi d'autres initiatives intéressantes. Je pense par exemple ce qu'on appelle les privacy coins. C'est des crypto-monnaies qui protègent la vie privée de leurs utilisateurs. Et donc qui évidemment posent des questions juridiques, notamment en termes de blanchiment, qui sont également passionnantes, mais je rentre pas dans le détail. Donc voilà, en fait, le terme altcoin ne veut rien dire. Il y a des trucs bien, il y a beaucoup de trucs qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Ok. Alors, y a-t-il des pays qui ont légiféré différemment de la France sur la crypto? Beaucoup, beaucoup. En fait, la majorité du monde n'a tout simplement pas légiféré. Donc, si vous voulez, ça nous distingue déjà de ces pays-là. La France, elle se caractérise par être l'un des leaders, si on peut utiliser ce terme en la matière, de la réglementation des actifs numériques, qui est le terme français pour désigner les crypto-monnaies. Et donc, le principal pays en Europe, il y a l'Angleterre qui a une approche à peu près similaire. Ça va être intéressant de voir comment avec le Brexit il se positionne par rapport d'ailleurs au reste de l'Union européenne. Il y a déjà un début de compétition quoi, qui est en train de naître. Et oui, quelqu'un mentionne la Suisse. Alors la Suisse, c'est pas qu'ils sont prêts. En fait, la Suisse, ils sont pragmatiques. Donc si vous voulez, ça marche dans tous les coups quoi. Donc en Suisse, c'est vrai que les crypto-monnaies ont eu un accueil très favorable parce que les banques suisses acceptaient les projets qui faisaient de la crypto-monnaie. Les avocats suisses sont bons. C'est un pays où il y a une forte ingénierie légale. Il y a un entre-soi suisse qui permet de faire passer les. Enfin, en gros, il n'y a pas les mêmes blocages que dans un pays comme les États-Unis ou la France, où vous pouvez avoir des acteurs on va dire, étatiques ou bancaires qui vont bloquer les projets, quoi. Et du coup, on est obligé de te poser un peu la question, est-ce que toi, déjà, tu as investi? Est-ce que tu nous recommandes de le faire? Forcément, on ne peut que te poser la question. Bien sûr. Alors sur la première réponse, je vais être très décevant et très direct. C'est que évidemment, je ne peux pas vous répondre. J'ai pas envie de vous répondre là-dessus. Crypto-monnaie, ça veut quand même dire monnaie cachée. Si vous voulez, le but c'est pas de dire sur tous les toits ce qu'on a et combien on en a. Mais en tout cas, non, je peux vous dire que le cabinet accepte d'être payé en crypto-monnaie, par exemple. Donc on a nécessairement, on va dire, des crypto-monnaies dans nos comptes. Là, je parle de la personne morale. Après, est-ce qu'il faut investir? Bah, je vais pas, moi, là-dessus, je suis assez partial parce que c'est quelque chose que je trouve très intéressant et je pense que cet intérêt a une valeur. Après, la question, c'est, là, quand j'ai dit ça, j'ai répondu à personne. Les gens, ils veulent savoir est-ce que je mets 1000 euros demain matin? Ça, j'en sais rien. Moi, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est déjà de prendre votre temps, parce que là, il y a une euphorie actuellement, et les euphories, c'est jamais le bon moment en tout cas, pour investir beaucoup, quoi. C'est de prendre votre temps, chercher à comprendre. C'est un phénomène qui va, selon moi, durer des décennies. Donc, si vous voulez, faut prendre un bon thé avant d'investir et se dire que c'est pas grave si on le fait pas ce mois-ci, on peut attendre 6 mois. Et voilà, et d'y aller progressivement et évidemment après de faire attention sur le plan de la réglementation. Par exemple, il y a des acteurs qui commencent à être enregistrés par l'autorité des marchés financiers. C'est évidemment des acteurs à privilégier puisque ils ont montré patte blanche auprès du régulateur, donc c'est un gage de sérieux, quoi. D'ailleurs, Damien nous dit comment s'assurer de l'organisme pour acheter des crypto-monnaies. Alors, on a déjà les anciens cousins de Ledger, je pense, dont on peut parler, qui ex la maison du Bitcoin qui s'appelle CoinHouse, qui, je crois, d'ailleurs, a reçu les agréments dont tu parles à l'instant. Et puis, je ne sais pas si tu as d'autres organismes à recommander. Si, non, mais CoinHouse, c'est l'acteur historique français régulé en France et qui permet d'acheter beaucoup de crypto-monnaies et également de leur confier la conservation des crypto-monnaies si vous n'avez pas envie d'avoir la responsabilité de sauvegarder vos fonds. Donc ça, c'est une très bonne adresse. Vous avez d'autres acteurs. Vous avez le comptoir des cybermonnaies à Bordeaux. Vous avez la Bitcoin Avenue à Rouen, qui est également un site internet. Vous avez un projet à Biarritz qui s'appelle Stackinsat et qui lui se distingue parce qu'il propose un investissement récurrent. C'est-à-dire vous dites je vais investir par exemple 100 euros par mois avec un virement bancaire automatique. Ce qui est selon moi un bon moyen si vous voulez investir de le faire de manière on va dire raisonnable et lissée dans le temps. Ce qui vous permettra, par exemple, si le Bitcoin baisse pendant 1 an ou 2, de limiter vos pertes, quoi. Entendu, ouais. On parle aussi de Revolut.
Est-ce que tu as des échos là-dessus? Revolut, en fait, oui, ils vous permettent de vous exposer au Bitcoin, c'est-à-dire vous achetez virtuellement un Bitcoin, donc vous achetez virtuellement une monnaie virtuelle. Donc là, on est vraiment dans de la virtualisation maximale. Ils vous permettent pas de le retirer en fait. C'est-à-dire que le Bitcoin n'est pas, c'est pas. Là, les services que j'ai cités, c'est vraiment des services où le Bitcoin vous appartient. Vous pouvez le retirer sur une clé Ledger, l'entreprise où travaillait Pierre, qui est le leader de la sécurisation des crypto-monnaies, quoi. Et après, vous pouvez éventuellement l'utiliser sur d'autres services, par exemple, si vous voulez utiliser d'autres ou le changer contre d'autres crypto-monnaies ailleurs. Donc le Revolut c'est pas mal, mais pour moi c'est un peu, oui, c'est purement pour s'exposer au prix, quoi. Ok, entendu. Merci déjà pour ce début de talk, William. C'est passionnant, il y a plein de questions. On bat les records aujourd'hui. Donc, on va passer à la chronique de Pierre et puis on y reviendra juste après. On va essayer de répondre à tout le monde. N'hésitez pas si vous avez des questions, du coup, à les poser. Et absolument. Et alors, c'est comme Audrey n'est pas là, je suis au four et au moulin, on va dire. Donc, je vois tout de suite l'importance. Et voilà, je lance mon propre jingle. C'est parti. Do. Disco. Ah bah voilà, ça tout foire. Le jour où Audrey n'est pas là, c'est formidable, mais c'est pas grave, c'est du live, c'est du direct. Alors, William, tu as parlé de smart contract. Eh bien, moi, aujourd'hui, je vais vous parler, puisque généralement, ma chronique est une chronique de leadership pour aider les directeurs juridiques, les équipes juridiques, les juristes à évoluer mieux en entreprise et d'ailleurs les leaders, parce que ce dont je vais parler, c'est le clear contracting. Et pourquoi c'est important de faire ça? Alors, ce n'est pas un contrat dans le sens juridique du terme. C'est en fait l'idée du clear contracting, c'est de disposer d'une sorte de contrat clair qui est essentiel dans toute relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, avec la personne avec qui on établit ce contrat. Et c'est particulièrement important lorsque vous voulez établir une façon de travailler avec votre manager direct. Par exemple, au moment des évaluations annuelles ou à tout autre moment. Trop longtemps, lorsqu'on arrive dans une entreprise ou lorsqu'on découvre son nouveau manager, on passe des semaines, des mois à essayer de comprendre comment celui-ci fonctionne, les choses à faire avec lui ou à ne pas faire. Et du coup, souvent, on se perd un petit peu dans cette réflexion, alors qu'il y a une façon très simple, un procédé très simple pour y arriver. Et c'est le procédé que j'appellerais des 3 C. C pour clarté, C pour contrat et C pour résultat concret. Alors, la clarté, eh bien, ça revient à poser la question quoi ou toute question dérivée. Par exemple, vous avez demandé à votre sponsor, le sponsor, c'est donc la personne à qui vous devez des comptes, donc généralement votre manager direct, eh bien, quels sont les véritables résultats que tu souhaites obtenir? Quelle est ta vision pour la société? Quelle est ta vision pour le département, pour l'équipe? Qu'est-ce qui se passera concrètement si on a réussi? Que diront les gens de nous si on a réussi? Et il faut clarifier, donc c'est la première chose à faire, ce qui doit être effectué, et vous en tant que nouveau collaborateur, et pour quelle date? Et je recommande, après avoir posé cette question, de répéter à son sponsor ce qu'on a bien compris, de reformuler pour être sûr qu'on soit l'un et l'autre au même niveau de compréhension. Et si d'aventure votre sponsor n'arrive pas à répondre à cette question, quelle est ta vision, ça peut arriver, eh bien généralement un leader, il va améliorer au moins un élément de cette liste, soit le profit, soit la qualité du produit ou du service rendu, soit leurs équipes. Donc, du coup, il faut essayer de le guider un peu, mais essayer d'arriver, voilà, en regardant le monde avec leurs yeux, d'identifier ce que pourrait être leur vision du succès. Si même avec ça, vous n'y arrivez pas, je vous recommande de changer de sponsor, de manager, parce que là, vous allez vraiment avoir un problème si celui qui vous lead est incapable de vous dire sa vision du succès. Une fois que ça c'est fait, eh bien, c'est le moment d'établir le contrat. Et là, on se met d'accord sur la manière très, très concrète avec laquelle on va travailler avec lui pour atteindre les objectifs qu'il souhaite. Donc, on écrit les choses à faire et ne pas faire avec lui, les comportements à suivre. On se met d'accord avec lui sur les objectifs à atteindre, avec quels moyens. Et au besoin, on négocie à ce moment-là les moyens. Ce n'est pas très, très utile d'accepter un travail titanesque si on n'a pas les moyens de le résoudre. Donc, c'est vraiment une question de moyens et demander les ressources à ce moment-là.
élément-là est essentiel. Et puis là encore, on conclut la session en faisant un playback, c'est-à-dire en reprenant ce qui était dit, sur quoi on s'est mis d'accord, les divers éléments expliqués, les divers demandes du sponsor, et on conclut ça. Et enfin, la dernière étape du clear contracting, c'est d'obtenir des résultats concrets. C'est-à-dire que vos sponsors, comme tout leader, ils veulent être rassurés. Il faut donc produire des résultats très rapidement et se poser des questions. Comment est-ce qu'on peut obtenir du succès rapidement? Comment est-ce qu'on peut tenir nos sponsors informés, être proactif vis-à-vis d'eux? Comment est-ce que vous vous comportez? Est-ce que vous vous comporteriez différemment de ce que vous faites actuellement? En vous posant toutes ces questions, comment pouvons-nous montrer aux sponsors qu'on partage le même sentiment d'urgence pour le changement que ce qu'il a demandé, etc. Et une fois que vous êtes posé toutes ces questions et que vous délivrez des résultats extrêmement concrets, vous avez un moyen absolument efficace, infaillible de satisfaire vos sponsors, encore une fois, votre manager direct pour l'entreprise. Donc, souvenez-vous, le modèle des 3C, clarté, contrat, résultat concret. Et maintenant, c'est à vous de jouer. À vous, les clear contracts. Merci Pierre, super chronique. On va retourner un petit peu au sujet du Bitcoin. Peut-être, William, pour commencer, on peut adresser un peu le thème de la réglementation. Il y a plein de thèmes qui ont été remontés dans les questions. Il y a Yes. Salut Yes, si tu nous suis encore, qui nous demande: ne penses-tu pas qu'il devrait y avoir plus de régulation sur la montée de la blockchain et du Bitcoin? On faisait le parallèle tout à l'heure avec Pierre, notamment avec Internet et les débuts d'Internet. Lui, Yes, il pense que ça a amené des dérives. Est-ce que toi, à ton avis, il faut plus de régulation? La question, elle est intéressante, mais elle se pose pas en ces termes tout à fait. C'est-à-dire que oui, il faut de la réglementation pour une raison très simple. C'est que et d'ailleurs, il y a déjà de la réglementation, mais c'est parce qu'en fait, au début, c'est moi la première fois que je me suis intéressé au Bitcoin, je suis arrivé à l'époque, c'était des meetings dans des bars, vous voyez, arrière-boutique d'un bar. Je pense qu'à l'époque, Bitcoin, ça devait être 1000 personnes en France. La confiance à 1000, si vous voulez, où tout le monde se connaît, tout le monde voit très bien qui est qui, c'est pas la même qu'à 1 million, quoi. D'où le fait que vous mettiez de la réglementation pour protéger les nouveaux arrivants qui sont peut-être moins connaisseurs que les gens qui sont là depuis très longtemps, etc. Ça c'est la logique de la réglementation. Après, c'est une question de timing. C'est-à-dire que si vous mettez la réglementation qui pèse sur l'industrie aéronautique aujourd'hui en 1910, il n'y aurait jamais eu d'avion. Parce que c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne dose au bon moment. Aujourd'hui, la priorité des régulateurs et la priorité du secteur, c'est lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme, qui est un risque réel, forcément, avec les crypto-monnaies, même si après, il y a beaucoup aussi de fantasmes, mais ce risque existe, et c'est lutter contre la fraude. La fraude, c'est-à-dire les projets qui, par exemple, et ça existe beaucoup en ligne, il y a beaucoup de projets mafieux qui vous disent qu'ils vous vendent des crypto-monnaies, mais en fait, ils vous vendent rien, c'est de l'escroquerie. Donc ça, c'est la priorité. Demain, et quand je vous dis demain, je peux même vous donner une date, c'est dans 2 ans, il y a une réglementation européenne qui est en cours d'élaboration, qui va prévoir un encadrement beaucoup plus complet où on prendra en compte toute la protection du marché et la protection des épargnants, avec des nouvelles demandes, par exemple, sur le prix, combien vous achetez votre Bitcoin, la manière dont sera fixé le prix par le service sera encadrée, les conflits d'intérêts, ce qu'on appelle les abus de marché, c'est-à-dire les acteurs sur le marché. Donc c'est pas les gens qui sont en face des clients, c'est les gens qui sont vraiment sur l'infrastructure de marché pour éviter qu'ils manipulent les prix, etc. Mais encore une fois, c'est la réglementation des actifs numériques et des cryptos. Il faut se rendre compte que c'est une des réglementations qui est déjà la plus rapide du monde, même si ça n'a pas l'air comme ça. Mais les services de paiement que aujourd'hui tout le monde utilise en ligne, il y a eu 15 ans entre le moment où ça a été créé et le moment où il y avait une réglementation européenne. Pour les crypto-monnaies, la première réglementation française, elle date de 2019. En 2023, on aura un cadre qui sera européen, complet, etc. Donc la réglementation, elle avance très vite, en réalité. Est-ce que tu peux nous dire justement si c'est hyper intéressant ce sujet-là, si le régulateur a un peu changé de point de vue depuis l'apparition du Bitcoin et comment ça a évolué? Tu parles de 2019 par exemple. Non, ça a évolué de manière extrêmement rapide. C'est-à-dire moi, je me souviens de rendez-vous à Bercy, par exemple, en fiscal, avec des membres des associations du secteur des actifs numériques. On arrive à 3,
on commence à dire, voilà, il y a tel et tel problème fiscal, etc. Donc, c'était avant qu'il y ait un cadre. Maintenant, il y a un cadre pour la fiscalité des cryptos. En gros, quand vous gagnez de l'argent en vendant des bitcoins, il y a un cadre très clair, une flat tax à 30% comme pour les actifs. À l'époque, c'était pas du tout ça. On arrive et si vous voulez, au bout de 10 minutes, on était avec les gens de Bercy, ils nous disent, excusez-moi, c'est quoi un token, une crypto-monnaie, quoi. Ils en avaient jamais entendu parler. Ce qui est normal, hein, c'est des gens normaux, c'était nous qui étions un peu bizarres, quoi. Et aujourd'hui, il y a vraiment de l'expertise, hein, que ce soit en fiscal à Bercy, chez Tracfin. Donc Tracfin, c'est le service de renseignement qui lutte contre le blanchiment. Et vous allez à l'autorité des marchés financiers ou à la CPR, qui est en gros la Banque de France, vous avez des équipes qui font que ça. Donc il y a une expertise d'ailleurs qui, je pense, est rare dans le monde. C'est-à-dire il y a Londres, les États-Unis, je pense peut-être Malte aussi qui est assez en pointe, mais là-dessus il y a une vraie expertise, hein, qui se développe. D'ailleurs, on retrouve ça, enfin, c'est exactement le même cheminement que l'Internet. J'ai dit que j'étais en 1999 chez Yahoo. Il a fallu attendre, je crois, 2004 pour les premières réglementations. Ça a été donc au moins 4 ou 5 ans, enfin, qui sont vraiment venus réguler Internet. Donc, on peut s'imaginer qu'il va y avoir une évolution similaire. Au début, les juges ne comprenaient strictement rien, hein, quand on allait les voir. Donc, je pense qu'on va avoir la même évolution avec le Bitcoin et la blockchain. Vous nous bombardez de questions, on va essayer de répondre au maximum. Peut-être qu'on débordera un peu. Thibaut. Oui, peut-être sur du coup ce qui en découle. Tu parlais un petit peu des taxes, notamment sur les bénéfices, si on peut appeler ça comme ça. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça fonctionne pour ceux qui ne connaissent pas trop? Oui, alors je précise que je suis pas fiscaliste, hein, mais en gros, ce qui s'est passé, donc loi de finances 2019, donc depuis en gros le 1er janvier 2019, vous avez un système où en fait, alors c'est sous réserve que vous n'ayez pas une activité professionnelle évidemment de type professionnel, mais si vous êtes un particulier, c'est-à-dire vous achetez du Bitcoin, vous le revendez, vous gagnez disons 1000 euros, vous devez payer 30% d'impôt sur la plus-value. Donc c'est un système qui est simple, qui est clair et qui est juste parce que c'est la même fiscalité que pour les actions, quoi, en gros. Et avec la caractéristique en France qui est, alors là c'est un débat un peu technique, mais en gros en France, le fisc ne regarde pas ce que vous faites entre crypto-monnaies. Vous achetez du Bitcoin, vous le revendez contre une autre crypto-monnaie, le fisc va dire ça, on s'en occupe pas, on attend que vous sortiez vos crypto-monnaies en euros sur votre compte bancaire, et ça c'est un événement taxable. Je résume à gros traits. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a plein de pays dans le monde où en fait tout échange est taxable. Et donc ça veut dire que les gens peuvent payer plus d'impôts que ce qu'ils ont en crypto-monnaie, quoi. Ce qui évidemment incite à la fraude et après ça cause plein de problèmes, quoi. Et donc en gros, rassurez-vous, il y a un cadre fiscal si vous avez une activité, on va dire classique, le cadre fiscal français est clair. Et du coup, si on achète par exemple une Tesla en Bitcoin, comment ça va se passer? Alors, vous serez imposé sur la plus-value. C'est comme si vous aviez échangé votre appartement contre plusieurs Tesla, une ou plusieurs Tesla. Si votre appartement, vous l'avez acheté 100 et que vous l'échangez, donc en fait, c'est comme une revente de 100, il y a 100 de plus-value, vous serez taxé sur ces 100. Et c'est pareil pour les crypto-monnaies. Ce qui renvoie au problème qu'on a évoqué tout à l'heure, la volatilité des crypto-monnaies et du Bitcoin en particulier en font un actif intéressant pour ceux qui veulent prendre des risques et risquent de gagner ou de perdre, mais ça en fait un moyen de paiement qui aujourd'hui n'est pas le plus naturel, quoi. Et tu parlais des plus-values. Hélène nous demande comment sont définis les taux de conversion entre les différentes crypto-monnaies et la monnaie classique. Tout simplement par l'offre et la demande. Et d'ailleurs, c'est passionnant parce que mais c'est pareil sur tous les marchés financiers en fait. Vu de l'extérieur, on se dit bah il y a un prix pour une action par exemple, ou il y a un prix pour l'or, il y a un prix dans le monde. En fait, pas du tout. Il y a plein de prix et ça pose plein de problèmes juridiques, notamment moi quand je fais un contrat par exemple, je sais pas, un contrat ou même quand j'envoie une facture et que le client veut me payer en Bitcoin, il faut qu'on se mette d'accord sur le prix qu'on va choisir. Donc vous voyez, c'est vraiment et c'est purement l'offre et la demande. Et il y a des écarts, hein. Par exemple, souvent la Corée, parce qu'ils ont des réglementations très strictes, ils ont un prix plus élevé. Il y a un premium quoi sur le prix du Bitcoin par rapport à l'Europe ou ce qui se passe aux États-Unis, quoi. Ouais, donc sujet qui est en train de bouger. Tu parlais tout à l'heure des 21 millions, je crois, de Bitcoin disponibles. Ça, pourquoi, comment c'est fixé? Est-ce que ça va être pareil sur toutes les crypto-monnaies? On a une question aussi à ce sujet.
alors pourquoi moi je suis pas l'inventeur du Bitcoin malheureusement, mais sinon je vous l'aurais dit, promis. En gros, le concept, c'est que, enfin, l'intérêt de la blockchain, c'est que vous permettez de créer de la rareté. Donc, vous n'êtes pas obligé de créer un seuil fixe, hein, ça peut être un seuil variable, mais en revanche, vous avez la possibilité de créer ce seuil fixe qui est, selon les créateurs du Bitcoin et selon beaucoup de gens qui croient au Bitcoin, c'est une garantie en fait. C'est que quand vous achetez du Bitcoin, vous savez ce que vous achetez. Et vous savez combien de pourcentage, entre guillemets, vous avez de la monnaie en circulation. Ce qui, d'ailleurs, à une époque où il y a actuellement, suite au plan de relance, il y a énormément de création monétaire. Il y a, je crois, 25% des dollars, ils ont moins d'un an dans le monde là actuellement. C'est intéressant d'ailleurs de voir, c'est un contre-modèle quoi. Je dis pas que c'est un contre-modèle crédible, hein, mais c'est un contre-modèle en tout cas. Et voilà, et après, je sais pas pourquoi il y en a 21 millions, mais en tout cas, c'est 21 millions qui vont être créés jusqu'en 2150. Quoi. Ok, et ça, ce sera pareil sur toutes les monnaies. Non, vous avez des crypto-monnaies où il y a déjà plus de stock, quoi, plus de tokens en circulation. Et vous avez des crypto-monnaies qui disent, par exemple, on va augmenter notre masse monétaire de 0,1% ou 2% par an. Avec le problème qui est que si vous ne faites pas un seuil fixe, si c'est un seuil variable, généralement, il faut être capable de le modifier. Et le problème, c'est que pour modifier une crypto-monnaie, il faut trouver un consensus avec tous les gens de la crypto, enfin tous les nœuds, tous les mineurs, etc. Donc en fait, c'est l'avantage du Bitcoin, c'est que c'est très simple et le débat est clos, quoi. Alors que les autres crypto-monnaies, parfois il y a des débats et parfois il y a des drames, des schismes, des guerres de chapelle. Enfin après, je vous passe les détails, c'est Dallas, quoi. Est-ce qu'il y a des pays qui utilisent le Bitcoin comme monnaie d'échange au quotidien? Pas de Alors, on pays, nous non. indique Slovénie, point d'interrogation. Non, non, alors, non, non, de Slovénie, en plus, ils sont dans la zone euro, je pense, donc je crois, non, peut-être pas. Mais en tout cas, non, aujourd'hui, pas du tout. Hein. Le Bitcoin, il faut savoir que c'est utilisé par des personnes dans certains pays qui ont des grosses difficultés monétaires. Je pense au Liban, par exemple, qui a une monnaie en faillite, quoi. Je pense à l'Argentine, il y a une grosse communauté Bitcoin en Argentine. Mais sinon, c'est vraiment un actif, en fait. Donc, il y a enfin voilà, c'est plus utilisé comme un actif ou un produit d'investissement. Quoi. Ouais. Et justement, il y a Olivier qui nous parle de la relation entre le Bitcoin et les banques centrales. Tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe? Là, c'est extrêmement intéressant parce que c'est deux mondes qui se font face. C'est que enfin, dans le Bitcoin, il y a une philosophie contestataire, libertaire, comme d'ailleurs Internet à l'époque. Hein, c'est quelque chose d'anarchiste en fait. Pas forcément un anarchisme de gauche, mais c'est un anarchisme. Et évidemment, si vous voulez, les banques centrales, c'est un peu le camp d'en face, quoi. Ce qui se passe, c'est que les banques centrales, elles comprennent et elles ont très vite compris que très vite, c'était pas le cas il y a 2 ans, mais c'était notamment le cas grâce à Libra, que en fait, technologiquement, l'avenir était du côté des crypto-monnaies. Par contre, une fois qu'on a dit ça, les banques centrales, elles veulent évidemment utiliser cette technologie dans le cadre qui est celui des banques centrales. C'est-à-dire, en gros, transformer l'euro, par exemple, en un crypto-euro, e-euro, quoi, un euro numérique qui utilise la blockchain. Après, c'est purement un changement de, si vous voulez, vous changez la couleur, mais ça resterait de l'euro sous le contrôle de la banque centrale qui doit, et je dis ça, moi je suis pas du tout anarchiste, donc si vous voulez, je comprends que la banque centrale veuille respecter son mandat, quoi. C'est un peu ce qu'on lui demande aussi, quoi. Et donc ce serait d'utiliser la même technologie que Bitcoin, en gros, mais pour faire la même chose que ce qu'elle fait aujourd'hui. Émettre de l'euro, éventuellement injecter des fonds quand il y a une crise, euh, retirer des fonds, enfin voilà, ce genre de choses. Avec une relation qui est très compliquée, qui est celle de la banque centrale avec les banques commerciales. Parce qu'aujourd'hui, en fait, en gros, si on crée un e-euro, on risque de... Les gens, en fait, la question qui se pose avec la blockchain, c'est que les gens pourraient avoir un compte auprès de la banque centrale. Les gens, c'est vous et nous. Mais si on fait ça, en fait, les banques genre CIC, Crédit Agricole et tout, risquent de disparaître, quoi. Ça risque d'être une révolution, quoi, avec toute la violence que ça implique. Donc il y a des débats actuellement là-dessus. C'était pas du tout tranché. Et moi, c'est un sujet, honnêtement, que je trouve intéressant intellectuellement, mais sur le plan juridique, il n'y a rien à dire, parce qu'en fait, c'est le pouvoir souverain de l'État, donc voilà, fin de l'histoire. Et en plus, c'est totalement séparé en fait. Il n'y a pas de concurrence. On dit souvent il y a de la concurrence entre les monnaies, les crypto-monnaies de banque centrale et le Bitcoin. C'est pas du tout la même chose. Pour moi, c'est deux mondes très différents.
qui ont juste en commun d'utiliser une couche technologique similaire. Merci William, c'est passionnant comme sujet. On n'a jamais eu autant de questions. Je suis désolé, on ne pourra pas répondre à tout le monde aujourd'hui puisque l'heure tourne. Peut-être, est-ce que pour conclure tout ça, tu aurais un message à faire passer aux auditeurs sur tout ce qu'on a pu se dire aujourd'hui? Je vois un commentaire, c'est bien la gauche, William. Oui, j'ai jamais dit le contraire. On peut ne pas être anarchiste et être de gauche. Enfin, après, je rentre pas dans le débat. Non, mais le message, c'est que déjà, c'est quelque chose qui va durer. C'est quelque chose qui, sur le plan, ne serait-ce que si on reste au niveau juridique, est passionnant, parce qu'on s'intéresse à l'économie, à la monnaie, on s'intéresse à la réglementation, notamment financière, mais demain, ce sera autre chose. Là, on voit que le marché de l'art commence à se réveiller, donc il va y avoir de la réglementation sur le marché de l'art, et après, il y aura un côté à qui le tour, quoi. Comme Internet, on a vu que c'était étape après étape, secteur économique après secteur économique. Et si vous êtes un juriste, c'est un secteur où il y a évidemment des opportunités, et pas que en termes de boulot, hein, c'est vraiment intellectuellement, c'est passionnant, quoi. Merci William, en tout cas pour tout ça. On espère que ça vous a plu, que vous avez appris plein de choses. Si vous voulez creuser un peu plus le sujet encore, évidemment, on vous encourage à contacter William, qui se fera un plaisir de vous en dire plus. On se retrouve, nous, dans 2 semaines avec Sabine Deloge du cabinet Fidal pour parler cette fois-ci de privacy. Et on va se demander si la privacy, c'est un enjeu stratégique ou au contraire un frein au business. Donc voilà, un sujet encore passionnant. Rendez-vous dans 2 semaines, Pierre. Absolument, dans 2 semaines. Et on va souhaiter un excellent rétablissement à Audrey, qu'on a hâte de retrouver à nos côtés dans 15 jours. Et n'oubliez pas de vous inscrire à Club Sandwich pour voir les prochaines émissions. www.club-sandwich.legal. Voilà, vous pouvez vous inscrire. On sera là jusqu'au 8 juillet pour cette saison 2. Et c'est parti. À bientôt, dans 15 jours. Au revoir tout le monde. Merci Pierre et Thibaut.